Bonjour et bienvenue dans votre émission parlementaire Ountranouille. Nous recevons aujourd'hui le président du Conseil national, Thomas Brezo. Pour les commentaires, je serai accompagnée de Benjamin Ducongé de Radio Monaco. Alors au programme de cette émission politique, l'arrivée du nouveau ministre, le budget rectificatif et le dossier sensible du centre de traitement de valorisation des déchets, les problèmes liés à la mobilité, le projet de métro, mais aussi la sortie de Monaco de la liste grise. Nous parlerons également des avancées sur le logement et des grands projets comme le centre commercial de Fontvieille. Enfin, nous reviendrons sur l'activité internationale du Conseil national et sur l'actualité législative de cette session d'automne. Bonjour Thomas Brezo. Bonjour Christina. Bonjour Benjamin Ducongé. Bonjour Christina, bonjour Monsieur le Président. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Président, comment abordez-vous cette rentrée politique ? Plutôt sereinement. On a eu un petit couac la semaine dernière, mais au final, on est quand même assez satisfait des actions du gouvernement. Il faut dire qu'en début d'année, on avait un petit peu tapé du poing sur la table en évoquant l'ensemble des sujets qu'on ne voyait pas avancer. Mais arrivé au mois de juin, arrivé au début de l'été, on s'aperçoit qu'effectivement les équipes du gouvernement ont travaillé et la quasi-totalité des dossiers ont pu avancer, même s'il y aura encore des retards sur certains d'entre eux, mais nous sommes assez satisfaits effectivement des travaux qui ont été mis en œuvre et de ce budget. Et nous abordons ce budget rectificatif assez sereinement. Quel regard portez-vous sur les premiers pas du ministre d'État Christophe Mierman ? On n'a bien évidemment pas eu le temps de juger M. Mierman par les actes. C'est à ça qu'on verra effectivement le sens de ses actions. Mais je n'ai pas de doute sur sa probité, sur sa volonté de travailler et de travailler sereinement en concertation avec le Conseil national, et ainsi qu'il a pu le démontrer notamment sur le sujet du CTVD qu'on va aborder. Alors vous avez annoncé lors de votre conférence de presse de rentrée que vous ne voteriez pas le budget. Pour quelle raison ? Il faut se replacer dans le contexte dans lequel on était encore lors de cette conférence de presse, puisque un premier budget, une première loi de budget rectificatif a été déposée sur le bureau du Conseil national le 30 juin dernier, avec un excédent de 90 millions d'euros environ. Puis pendant l'été, le gouvernement a acté 35 millions de recettes supplémentaires qu'il a souhaité inscrire dans une nouvelle loi de budget qui nous a été présentée. Et pour parvenir au même résultat que celui qui était réalisé précédemment dans le premier projet, des dépenses, les 35 millions, l'équivalent de 35 millions de recettes ont été affectés à différentes dépenses, dont 20 millions sur la ligne du CTVD, alors que c'est un projet qui est à l'arrêt, qui est à l'abandon, sur lequel il y a déjà 160 millions d'euros qui sont déjà provisionnés, et sur lequel nous avions dit, nous ne voterons pas le budget si vous mettez 1 euro sur cette ligne-là, et en tout cas sur le nouveau projet qui est annoncé par le gouvernement, qui est la reconstruction de l'usine in situ, une solution qui avait été rejetée par le gouvernement pendant 5 ans, ou pendant cette durée où on nous a dit catégoriquement que c'était strictement impossible de reconstruire in situ. Donc sans explication, et sans plus explications que celles que l'on a eues par le gouvernement, et qui sont trompeuses, tronquées, voire mensongères, il était hors de question que nous continuions à voter ce budget si il y avait ces sommes-là qui étaient affectées à cette ligne du CTVD. Pour quelle raison ? C'est tout simplement que si on affecte de l'argent sur ce projet-là, le gouvernement, le Conseil national ne disposant pas de l'amendement budgétaire, on ne pourra plus faire machine arrière. Donc nous souhaitons que le budget soit validé lorsque le projet aura été arrêté, mais que toutes les pistes auront été explorées et que le Conseil national disposera de toutes les informations nécessaires pour pouvoir disposer des tenants et des aboutissants sur ce sujet. Alors depuis le tournage de cette émission a eu lieu le 26 septembre, est-ce que vous avez eu une nouvelle version du budget rectificatif ? Est-ce que le gouvernement princier a entendu vos demandes ? Alors le jour même de la conférence de presse, je pense que de vos collègues ont dû contacter le gouvernement, faire état de notre mécontentement exprimé le matin même. Et dans l'après-midi, nous avons reçu plusieurs coups de fil. Donc un premier de Pierre-André Chiappori qui s'inquiétait effectivement de
la volonté du Conseil national de ne pas voter le budget si cette dépense était maintenue. Et un second du secrétariat général qui nous a annoncé un courrier qui a suivi, par lequel M. Mirmand nous a annoncé qu'ils allaient retirer le deuxième projet de loi de budget rectificatif et nous en déposer un troisième en s'engageant expressément à ne pas affecter le moindre centime sur cette ligne du CTVD. Alors justement, toujours sur le sujet du traitement des déchets, quelle est la meilleure option pour vous, l'externalisation ou alors une usine in situ? Quel est votre sentiment personnel même? Aujourd'hui, je n'ai pas les éléments qui me permettent de savoir quelle est la meilleure solution. C'est ce que je reproche d'ailleurs au gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas toutes les solutions qui aient été étudiées. On nous a dit donc pendant 5 ans qu'on ne pouvait pas reconstruire in situ. Pendant ce temps, le Conseil national qui disait le projet Symbiose, donc sur l'îlot Pasteur, prend trop d'ampleur et un coût qui devient exorbitant. Finalement, le gouvernement a entendu les doléances du Conseil national, a décidé de stopper le projet, mais en partant sur un projet in situ. Or, on a demandé les études qui ont été faites sur ce projet. On ne connaît pas le coût, on ne connaît pas la technologie qui va être employée. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets, de nos déchets pendant 4 ans ou 5 ans, le temps de la durée de la démolition, de la reconstruction de l'usine. On ne sait pas ce qu'il adviendra de la boucle thalassothermique qui chauffe tout le quartier de Fontvieille, parce que c'était un argument qui était pris en compte pour nous dire que c'était impossible de reconstruire in situ. Voilà, tous ces éléments-là, nous n'en disposons pas. Le gouvernement, à ma connaissance, ne connaît pas encore le coût de ce projet, et on ne peut pas nous dire on va partir dans ce projet. Alors pour nous dire, de toute façon, c'est la seule solution, Madame Caron nous a dit que la métropole ne souhaitait pas prendre en charge les déchets de la principauté de Monaco. Donc j'ai demandé qu'elle leur justifie par écrit ce qu'elle est bien capable de faire, puisque cet écrit n'a jamais existé. J'ai encore discuté avec les autorités de la métropole ce week-end, ou des représentants de cette dernière, et qui disent non, il y a eu des réunions, et effectivement, c'est tout à fait possible de les prendre en compte. Donc, on nous a clairement menti sur ce sujet-là. L'autre problématique, c'est la problématique juridique, la compatibilité donc du transfert des ordures sur le territoire français à long terme. Là, le gouvernement estime que juridiquement, on ne peut pas, a fait faire des études juridiques en ce sens, a toujours refusé de nous les communiquer, alors que tandis que le Conseil national a commandé également des études qui, elles, allaient dans un sens plutôt favorable et qui permettaient l'externalisation. Donc il y a clairement des mensonges qui nous ont été communiqués ou des éléments mensongers qui nous ont été communiqués, et c'est totalement inadmissible et totalement irrespectueux du Conseil national. Et c'est la raison pour laquelle j'avais expliqué dès le mois de juin que nous ne voterions pas le budget s'il y avait le moindre euro qui était inscrit sur cette ligne du CTVD. Alors toujours sur le sujet du budget, les finances publiques sont en très bonne santé à Monaco, avec un excédent supplémentaire de 400 millions d'euros. Pendant les années précédentes, le gouvernement a souvent fait preuve de prudence, amenant des retards dans certains dossiers. C'est le cas par exemple du centre commercial de Fontvieille. Qu'en tirez-vous comme enseignement ? L'excès de prudence nuit au bon fonctionnement des institutions ou de l'avancée des dossiers. Alors, qu'il faille être prudent, c'est une certitude. Et ça, on ne pourra pas jamais le reprocher au gouvernement. Qu'il y ait un excès de prudence, comme on le voit là, on arrive avec un excédent de 400 millions d'euros qui correspond à des recettes de TVA immobilière. On avait les actes de prévente, notamment sur l'opération Maritera. Donc, les services fiscaux étaient en mesure de pouvoir calculer au moins une partie de ces recettes. C'est vrai que le projet de budget aurait pu être calculé au plus juste dès le départ. Là, pour le coup, il y a eu un excès de prudence qui était annoncé à l'époque par M. Pittini et qui avait d'ailleurs justifié l'arrêt du projet du centre commercial de Fontvieille. On a appris par la suite que la véritable raison, c'est parce que le gouvernement ne s'était pas aperçu qu'il fallait couper la route, le prolongement du boulevard Albert II pendant 1 an et demi, et donc on ne pouvait pas priver Fontvieille d'un de ses axes de circulation, le majeur en plus de ça. Voilà, mais toujours est-il que il fallait réduire ce projet de centre commercial de Fontvieille. Ça a été fait sur cette excuse-là de la prudence budgétaire. Donc oui, de la prudence il en faut, mais il faut mesurer et il faut aussi utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour permettre de calculer ce budget au plus juste. Alors, cette volonté affichée de concertation, est-ce que ça marque une rupture par rapport aux prédécesseurs ? C'était la méthode Didier Guillaume, puisque c'était lui qui avait instauré cette concertation, cette transparence, un peu plus que ses prédécesseurs en tout cas, et ça a porté ses fruits, puisqu'on voit que quand le Conseil national est informé
raisonnablement et correctement sur les différents sujets. Nous prenons les décisions qu'il faut pour faire avancer les dossiers et nous n'avons jamais été en opposition avec le gouvernement. Lorsqu'on nous donne des explications qui sont réelles, et on peut les comprendre, le Conseil national n'est pas systématiquement dans la défiance du gouvernement. On n'est pas là pour faire la guerre, on est des partenaires institutionnels et tout ce que nous demandons, c'est que le gouvernement se comporte comme tel. Ce qui avait été fait par Didier Guillaume, ça avait porté ses fruits en 6 mois puisque tout le monde avait pu voir l'avancée considérable de nombreux dossiers. Christophe Mirement en prend le chemin, même si je pense que ses équipes, sur le coup du budget rectificatif, lui ont quelque peu savonné la planche. Ils auraient pu effectivement anticiper ce sujet-là et en évitant d'avoir à déposer un budget avec cette inscription de dépenses sur un projet qui, encore une fois, était à l'arrêt, sur lequel il y avait déjà 160 millions de provisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura besoin de plus de 160 millions d'euros pour payer la sortie du projet Symbiose? Je pense pas. Je sais qu'on a déjà des sommes astronomiques qui vont être jetées par la fenêtre. On est à peu près, de ce que je sais, autour de 100 millions d'euros. Non, on peut pas se cacher derrière ces erreurs. Voilà, je préfère quelqu'un qui admet ses erreurs. Pour moi, c'est plutôt c'est pas un aveu de faiblesse, c'est plutôt un signe d'intelligence. Donc voilà, continuons comme ça, continuons à avancer. Monsieur Mirement a de suite pris la décision justement de retirer ce projet de budget rectificatif pour en déposer un nouveau que nous attendons toujours à l'heure actuelle, mais il a démontré une volonté, voilà, de calmer le jeu avec le Conseil national. Concernant le logement, par contre, là, vous avez un regard plutôt positif, du moins jusqu'en 2030. Même au-delà, je vais dire, on a effectivement l'opération domaniale intermédiaire qui a été respectée. Ce projet-là a été respecté. Il avait été annoncé par Didier Guillaume. Il y a un appel à projet qui va être lancé. Il y a eu l'opération du Larvoto supérieur, la Villa Luciole. Il y a les Lières Nathalie qui prennent également le bon chemin. On a également le sujet de l'agence domaniale qui est en bonne voie puisqu'il est annoncé pour septembre 2026 et nous avons pu participer à plusieurs réunions de préparation notamment avec les équipes de l'administration des domaines, de l'habitat et de la DITN qui sera en charge du développement du logiciel qui permettra une meilleure attribution des logements. Donc ça, effectivement, le sujet du logement est un sujet en bonne voie. On avait demandé un nouveau plan national logement qui a été annoncé initialement de 2019 à 2034, je crois. On se retrouve aujourd'hui avec un budget qui commence en 2025, qui s'arrête en 2030. Il a été quelque peu réduit. Je pense que c'est une excès de prudence du gouvernement, encore une fois, pour ne pas s'engager sur des opérations qui ne pourront peut-être pas être réalisées. Il y a aussi la nécessité de cacher aussi la réalisation de certaines opérations, puisque dans ces cas-là, les propriétaires qui seraient vendeurs de leurs biens, on a vu qu'ils se souhaitaient vendre à un prix beaucoup plus fort que leur valeur réelle. Donc je pense que nous avons demandé au gouvernement que moi seul puisse être informé de ces opérations-là, pour avoir l'assurance qu'effectivement les projets suivent. Ça serait une bonne solution, effectivement, je pense, dans l'intérêt de tous, mais j'ai fait assez confiance sur ce sujet-là. Les nouvelles opérations vont être lancées par la suite. Donc nous attendons également le projet de l'Ancienne 2. Alors toujours sur le nouveau centre commercial de Fontvieille, on commence à voir quelques boutiques fermées. Est-ce que ça signifie que les travaux ont commencé? Quel est le planning à partir de maintenant? Le planning, je sais qu'il est encore en train d'être défini. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on a accumulé du retard à nouveau. Mais en tout cas, les travaux qui ont été réalisés par le gouvernement sont sur la bonne voie. Voilà, on a pu voir les prémices d'un projet ambitieux, même si on n'a pas les détails esthétiques. On a eu quand même une estimation des surfaces qui vont être créées. On arrive avec un projet ambitieux, un projet qui respecte ce qui avait été annoncé par le gouvernement et qui répondait aux souhaits du Conseil national. Donc voilà, sur ce sujet-là, effectivement, nous sommes satisfaits des travaux qui ont été engendrés. Ça prendra un certain temps. Nous espérons un début des travaux fin 2026, début 2027. Il y aura bien évidemment des études à réaliser dans l'intervalle, parce qu'on repart quasiment d'un projet nouveau. Hein. Justement, vous pouvez nous rappeler quelles étaient les demandes du Conseil national? Qu'est-ce qui étaient des points bloquants pour vous aussi? Mais nous, c'était un projet qui était ambitieux. C'était un projet avec des surfaces commerciales importantes qui permettrait à des enseignes attractives de venir s'installer à Monaco. Là, c'est ce qui est le cas, notamment avec des étages en double hauteur sur plafond qui correspondent aujourd'hui au cahier des charges des marques les plus en vue actuellement. Un éclairage ouvert, enfin de la climatisation dans le centre, où aujourd'hui on crève de chaud l'été et puis l'hiver
Il fait un froid terrible dans cette galerie qui est ouverte. Ça, avec un cinéma dernière génération. Là, aujourd'hui, on le propose carrément au cinéma avec cette salle, qui pourra aller jusqu'à cette salle, alors que nous en demandons 4. Un espace de jeu pour les jeunes, des espaces de restauration. Voilà, c'est en bonne voie. Sur ce sujet, c'est ce qui nous a été annoncé. Moi, ce qui fait un peu plus peur, c'est le maintien à niveau du centre actuel et les travaux qui doivent être engagés pour pouvoir maintenir ce centre en activité. À minima, on le sait, on va pas faire des dépenses exorbitantes alors qu'on va détruire le bâtiment dans quelques mois, mais qu'à minima, on puisse aujourd'hui aller faire ses courses tranquillement et sans avoir de problème de sécurité tel qu'on avait pu le démontrer au moment du Grand Prix. Justement, comment ça va se passer? Certains commerces vont fermer, les consommateurs pourront continuer d'aller faire leurs courses? Ça, c'est déjà le gouvernement à faire les annonces nécessaires. Ce qui est primordial, c'est que l'hypermarché Carrefour, lui, sera maintenu en activité. Après, les surfaces au-dessus vont être démolies. Donc forcément, il va falloir que les boutiques ferment avec des solutions qui sont en train de discuter entre les commerçants et le gouvernement. Et nous recevons actuellement, par l'intermédiaire de Corinne Bartani, l'ensemble des commerçants pour les aider et pouvoir les aider dans ce dialogue-là avec le gouvernement. Certains craignent que le projet tarde encore. Quelle assurance le Conseil national a-t-il obtenu du gouvernement? Encore une fois, l'assurance, c'est la pression que l'on met sur le gouvernement, où on met des limites à ne pas dépasser, on met le gouvernement face à ses responsabilités lorsqu'il ne respecte pas ses engagements. Après, il n'y a aucun moyen de contrôle du Conseil national sur l'action du gouvernement, autrement que par les débats budgétaires. D'où l'animation qu'il peut y avoir parfois autour de ces débats. Alors, un autre sujet qui fâche, la mobilité. Alors, il reste un sujet extrêmement sensible, surtout dernièrement. Alors, après la réouverture, enfin, des 2 voies, où on en est sur la moyenne corniche? Alors, sur la moyenne corniche, je sais, de ce que je sais, c'est ce que j'ai eu à travers la presse. Et là aussi, je regrette un petit peu le manque d'information du gouvernement sur ce point, c'est que les travaux ont été suspendus jusqu'au 5 octobre. Après, qu'est-ce qui se passera? Je ne sais pas. Je sais que des solutions quand même étaient en cours de discussion entre la métropole de Nice, la commune de Cap-d'Aille, l'entreprise qui réalise les travaux pour le compte de la mairie, et également le gouvernement provincial qui a ses services qui sont présents à ces réunions. Toujours est-il que c'est un sujet qui est complexe. Alors, je ne vais pas être très critique, très mauvaise critique envers le gouvernement, parce que des progrès ont été faits quand même. Alors, ils sont parfois imperceptibles, et c'est vrai que quand on est dans sa voiture et qu'on patiente pendant des heures, c'est parfois long, et puis on est agacé. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est très sensible, et notamment où le ressenti des usagers n'est pas en correspondance forcément aux améliorations qui sont faites sur ce sujet. Pour une fois, le gouvernement avait fait preuve d'innovation avec ces zones de trafic limité, les fameuses ZTL, qui devaient être mises en place dès le 15 juillet. Puis bon, ça a un petit problème de concertation avec les différents acteurs. Voilà, c'est un petit peu une annonce qui a été faite un peu trop vite à mon sens. J'avais d'ailleurs alerté le gouvernement sur ce sujet-là et sur la communication autour de cette solution. Puis ça n'a pas loupé. La veille, on nous annonce qu'on va devoir repousser ce projet-là, qui, à mon sens, au niveau des grandes manifestations, c'est un système qui permettra à des véhicules de ne pas accéder dans certains endroits, pour permettre de fluidifier la circulation pour ceux qui occupent la principauté de Monaco quotidiennement pour les travaux, pour le travail, pour les salariés, donc pour les résidents, pour les monégasques, en faisant en sorte que ceux qui sont là pour du tourisme, pour de la visite, on prenne des chemins qui ne sont pas les plus bloquants et qui permettent aux autres de circuler plus régulièrement. Donc voilà, sur le sujet de la mobilité, c'est un sujet qui n'est pas facile, il faut le dire. Sur le Cap-d'Aille, on entrevoit les travaux de la Trémie qui pourront poser de grosses difficultés. C'est pour ça que j'appelle à la prudence sur ce sujet-là et sur les travaux qui vont être réalisés. Parce que si on ne peut pas rester bloqué comme on a été bloqué pendant 3 semaines, à sortir 1h30 pour les salariés pour rentrer chez eux le soir. Et déjà 1h le matin pour venir, 1h30 pour le soir. Après, on va se retrouver face à une difficulté. C'est l'intérêt pour ces personnes-là de venir travailler en principauté de Monaco s'ils perdent autant de temps de leur journée et au final autant de temps de leur vie. Donc c'est inéluctable qu'on trouve des solutions. Déjà dans un premier temps à moindre coût qui permettraient de fluidifier la circulation assez considérablement et avec des travaux qui n'impacteraient pas la circulation. Ces solutions existent. Nous allons discuter. Moi, ça, je les ai apprises quand j'ai pu me concerter avec les maires des communes limitrophes
Depuis 2 ans, nous travaillons sur ces projets-là. J'ai une réunion prochaine qui va se tenir avec ces derniers. Mais aujourd'hui, c'est ce que je reproche au gouvernement, c'est cette absence de concertation avec les maires des communes limitrophes et l'absence de dialogue. C'est depuis Pierre Dartout une solution, des discussions qui étaient entamées avec le maire de Cap-d'Aille. Celui-ci n'attendait simplement un coup de fil des autorités monégasques qu'il n'a toujours pas reçu depuis 2 ans. Donc je comprends quelque part son agacement et l'absence de volonté de communiquer avec les autorités de la principauté quand il se retrouve à devoir faire des travaux sur sa commune. Voilà, maintenant ça n'excuse pas tout pour autant. On peut pas prendre des milliers d'automobilistes et d'usagers de la route comme ça en otage. Donc cette concertation est primordiale. Je sais que M. Mirmand, dès le premier jour, dès le 3 septembre, après a appelé M. Beck. Nous allons les rencontrer. J'ai invité M. le ministre à participer à la réunion que nous allons avoir le 30 septembre prochain pour discuter de ce sujet-là. Monsieur Mirmand, lui, avait lui-même fait la démarche de voir les maires et de rencontrer les maires dans leur commune, d'ailleurs, et pas les faire venir à Monaco. C'est aussi une marque de respect qu'il a manifesté envers eux. Donc, ouais, je pense qu'on a la personne idoine pour ce dialogue avec les élus locaux. Ce sujet de la mobilité, c'est pas seulement une question de confort quand on est travailleur pour rentrer chez soi, c'est vraiment un sujet vital pour Monaco. 400 entreprises créées l'année dernière, 1500 emplois supplémentaires. Vous avez eu des témoignages de personnes qui vous ont dit qu'elles ne voulaient plus travailler à Monaco à cause des difficultés à venir? Dans mon entourage proche, hein, notamment des médecins et autres qui font des trajets quotidiennement, qui ont en plus de ça des permanences à réaliser en principauté. C'est quand ils rentrent, ils partent d'ici, ils doivent revenir 1 heure après s'ils sont appelés pour une urgence. Enfin, c'est pas une vie, on a une vie de famille à côté, il faut aussi la respecter et pouvoir travailler régulièrement. Des gens qui passent 2 heures, qui ont des enfants, qui ont des obligations, qui ont des obligations par ailleurs ou qui ont des activités en dehors. On peut pas les couper de ça. On peut pas vivre que pour le travail et on peut pas forcer ces gens-là à venir travailler en principauté de Monaco dans un cadre qui est confortable avec une sécurité sociale qui est intéressante. Mais on peut pas aussi, ça justifie pas qu'on passe autant de temps dans des bouchons. Voilà, on se retrouve au niveau de la région parisienne tous les jours où c'est pas viable, c'est pas le confort qu'on veut, qu'on souhaite aux salariés en principauté de Monaco. Alors c'est pour ça que nous appelons ce projet du métro. Alors projet du métro qui a été annoncé par des privés. Maintenant, nous ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une étude qui soit réalisée sur un moyen de transport de masse. Tramway, peut-être, je sais pas qu'est-ce qui peut être fait, mais que des études soient réalisées. Aujourd'hui, on a ce projet-là. Alors, c'est un projet qui est très ambitieux. Jamais personne n'a avancé sur ce sujet parce que ce soit nous, électeurs, les membres du gouvernement ou les élus français, on est tous limités par un mandat et on a tous des comptes à rendre à la fin d'un mandat, donc dans un délai qui est assez court. Là, ce qui est primordial, c'est de réaliser un projet sur plusieurs années. Donc, à un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis et essayer de sortir de cette solution. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'acteurs qui sont concernés par ce sujet. On a tous les élus locaux des communes limitrophes, le département, la région, les élus italiens, les élus locaux, la région italienne, l'État italien, l'État français, l'État monégasque. Il y a tellement de parties autour que si tout le monde se regarde et dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se mette autour d'une table pour discuter d'un projet. Je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. Je pense qu'il faut arriver avec un projet et dire, bon, maintenant, on met un projet sur la table. Et là, les gens viendront autour de ce sujet et viendront discuter. Et il n'y a que comme ça que nous arriverions à un projet et à faire avancer les choses. Voilà, je me suis également entretenu avec l'ambassadeur de France à Monaco, qui a également apporté quelques solutions pour des études, pour pouvoir faire appel à des fonds européens. Donc il y a une question de financement aussi à étudier sur justement ces projets de diminution de véhicules en surface. Il y a également des fonds privés auxquels ils peuvent faire appel justement pour des projets comme ça. On a le sentiment que tout le monde est un peu observateur sur ce sujet. C'est un peu comme sur le sujet qui a été évoqué à Chypre, cet accord de coopération. On a en discuté, oui, effectivement, il faudrait faire, mais si à un moment donné personne ne fait, on n'avance pas. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pris l'initiative de déposer cet accord sur la table, et c'est comme ça que les autres pays se sont mis autour de la table et ont discuté, ont accueilli favorablement cet accord. Là, il faut faire la même chose, pareil, sur ce projet de métro, on fait un projet, on dépose un projet. Une fois que le projet sera sur la table, ça sera beaucoup plus facile de discuter avec tout le monde. Vous venez parler de Chypre, alors je vous propose que nous abordons également ce sujet avec l'action internationale du Conseil national, avec un focus sur les relations interparlementaires. Écoutez Fabrice Notari. Alors tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier le président Brezo
parce que ça faisait longtemps que je militais pour qu'on développe à l'international les relations que le Conseil national et surtout peut apporter, mais surtout peut diriger dans un cadre de lobbying auprès de nos homologues à l'étranger. Alors, effectivement, il y a plusieurs niveaux à ce sujet. Il y a le niveau local, donc on a relancé des réunions avec les maires des communes limitrophes. Ils ont l'avantage, c'est ce sont des élus comme nous, et en même temps, ils sont comme le gouvernement aussi, puisqu'ils dirigent en fait leur commune, et donc les deux aspects peuvent se conjuguer, ce qui est important parce que nous n'avons jamais eu vraiment de relation avec eux, et pour les échanges, on le voit aujourd'hui par exemple, ne serait-ce que pour la circulation, la mobilité, ce sont des sujets que l'on peut traiter avec eux directement et où il est vraiment important d'avoir de très bons contacts avec eux. Bien sûr, à d'autres échelons plus internationaux, là nous rentrons de Chypre. Nous avons donc fait un séjour pour la conférence des présidents des petits États d'Europe. Donc ça regroupe 9 pays. Ce sont des pays qui sont dont la population est inférieure à 1 million d'habitants. Et donc le président Brezo, l'année dernière, avait souhaité à Malte, donc c'était la réunion précédente, qu'on se mette d'accord, enfin tous ces pays se mettent d'accord pour un accord de collaboration, bien sûr lorsque ça ne va pas contre des intérêts particulier d'un ou l'autre des pays, mais lorsqu'il y a un consensus entre tous ces pays, ça permet, lors de votation, d'avoir un poids plus élevé. C'est-à-dire que ces petits pays représentent, quand ils votent ensemble, le même vote, le même poids qu'un des gros pays d'Europe. Pendant longtemps, on disait « pour vivre heureux, vivons cachés ». Dans le contexte actuel, ça n'est plus possible parce que, évidemment, les médias, les Facebook et autres sites vont tellement vite que l'on est obligé d'intervenir à l'étranger sur l'image que l'on présente. Je donne toujours 2 exemples un peu rigolos. C'est que lorsqu'on négociait avec l'Europe, ceux-ci nous ont demandé « alors, à Monaco, quelle est votre politique pour les tracteurs ?» Alors évidemment, on leur disait les tracteurs à Monaco, il n'y en a pas beaucoup. Quelle est votre politique sur le trafic fluvial? Alors on disait, vous savez, à Monaco, des fleuves, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça montre un petit peu, c'est un peu la preuve de comment les gens nous perçoivent à l'étranger. C'est vrai qu'ils connaissent le Grand Prix, mais surtout, on se rend compte qu'à part le Grand Prix, quelques galas, personne ne connaît vraiment notre image. Personne ne sait qu'il y a 60 000 personnes pendulaires qui viennent travailler tous les jours à Monaco. Donc ce sont des réalités économiques et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons intervenir à l'étranger et c'est pour ça que c'est très important que nous puissions faire parler la voix des élus monégasques à l'étranger. Alors Fabrice Notary vient d'évoquer l'importance des relations interparlementaires. Vous avez effectué, vous le disiez dernièrement, un déplacement à Chypre pour rencontrer les présidents de parlement des petits États d'Europe. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Vous avez signé un accord, vous en parlez. Alors, on n'a pas signé d'accord encore. J'ai présenté un accord, un projet d'accord qui a été acté dès cette session-là pour que nous puissions continuer à travailler sur ce sujet dans l'optique de signer cet accord au plus tard lors de la conférence 2026 qui aura lieu en Andorre en septembre. Cet accord prévoit simplement une coopération entre les 9 petits pays et États d'Europe, coopération qu'elle soit en matière de communication, qu'elle soit en matière d'échange d'informations, ou qu'elle soit surtout en matière de vote. On voit aujourd'hui le poids des instances internationales est de plus en plus présent sur nos législations internes, que ce soit ici à Monaco, mais dans les autres petits États, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, autant se soutenir auprès des organisations internationales, ça permettra de mieux faire valoir nos spécificités, mieux faire valoir nos contraintes et de ne pas se laisser broyer par la machine européenne ou internationale, parce que nous sommes petits. Là, si nous réunissons les 9,
Nous obtenons 22 voix auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, alors qu'un pays comme la France en dispose de 18. Il y aura un bureau d'ailleurs, en principe. Pour organiser tout ça, il y a effectivement un secrétariat ad hoc qui sera celui du pays de la présidence qui assurera la conférence au cours de l'année. Mais en plus de ça, il y aura effectivement, c'est ce qui a été acté lors de cette conférence à Chypre, c'est la création d'un secrétariat permanent. Et nous avons d'ores et déjà fait valoir notre souhait de le faire installer en principe de Monaco, ce qui a d'ores et déjà été acté. Donc c'est effectivement un point important. Nous serons nous-mêmes au cœur de cette coopération entre les différents petits États, et donc à même d'être acteur et plutôt locomotive de ce projet, et donc des discussions qu'il y a avec les petits États. Alors, puisqu'on parle de l'importance des relations interparlementaires, vous venez de rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale du pays voisin, Yaël Braun-Pivet. Quels sont les sujets qui ont été abordés ? On retrouve ce sujet de mobilité avec le projet de métro, et exactement ce que je viens d'exposer sur la nécessité de mettre un projet sur la table pour attirer l'ensemble des parties prenantes autour de ce sujet. Donc c'est effectivement ce dont elle a convenu, puisque effectivement elle utilise même pas les mêmes méthodes que les miennes, sous d'une formation d'avocat. Donc finalement, on travaille un peu nos dossiers de la même manière. On a pu également aborder le projet du CTVD, donc la nécessité de pouvoir discuter avec les autorités du pays voisin. Rappelons que cet accord également a eu lieu en présence d'Eric Ciotti, donc il connaît bien le problème, qui connaît bien le sujet. Effectivement, donc il a pu apporter également son éclairage sur le sujet, confirmer également que effectivement la métropole de Nice était en mesure et en capacité de recevoir les déchets de la principauté de Monaco si des discussions avaient lieu. Troisième point qui a été évoqué, c'est la liste grise, puisque nous avons besoin de l'appui de la France sur cette question-là, notamment auprès des instances internationales, pour avoir l'appui de nos voisins et de nos partenaires, pour faire connaître, faire savoir que effectivement la principauté de Monaco n'est pas un petit canard en matière de blanchiment. Donc j'ai exposé tous les tenants et les aboutissants, les avancées qui avaient été réalisées et les difficultés qui restaient encore à surmonter pour pouvoir permettre une sortie de la liste grise en janvier 2026, quand le rapport sera déposé, mais donc une décision de sortie qui serait prise en juin 2026. Est-ce que vous êtes optimiste pour la sortie de cette liste grise ? Est-ce que vous allez avoir beaucoup de nouveaux textes aussi à voter ? Alors, au niveau des textes, la législation monégasque était totalement conforme au dispositif anti-blanchiment. Et ça a été acté dès le rapport Monéval en décembre 2023. Là, on se retrouve dans une situation dans laquelle aujourd'hui, on est obligé de démontrer l'effectivité de la mise en œuvre de ce dispositif anti-blanchiment à Monaco, et tout l'intérêt d'obtenir des nombres de décisions de justice, le nombre de condamnations, la création de l'agence monégasque de sécurité financière qui s'est faite. Donc, il y a des chiffres à rendre auprès du GAFI pour démontrer qu'effectivement, nos objectifs sont remplis. Ça, c'est entre les mains du gouvernement. Nous sommes à sa disposition, et nous sommes toujours montrés à sa disposition pour pouvoir voter les textes qu'il fallait. Et on aura un texte sur la magistrature qui va être voté dès la séance du 2 octobre prochain, pour permettre justement aux magistrats réservistes de venir renforcer les équipes du palais de justice lorsqu'ils en manquent, et donc avoir renforcé la célérité des procédures. Toujours est-il que moi, je suis toujours de nature optimiste, mais sur ce sujet-là, je préfère être prudent. Je préfère me montrer davantage pessimiste en disant il faut encore continuer les efforts, il ne faut pas lâcher jusqu'au bout tant qu'on n'a pas une décision de sortie de la liste grise, plutôt que de dire oui, je suis optimiste, tout va bien se passer, on va sortir la liste grise. Et puis finalement, prendre une décision contraire au mois de juin 26, c'est ce qui serait catastrophique pour les acteurs économiques de la place. Donc montrons-nous prudents, continuons les efforts. Il y en a à faire. Nous avions déposé une proposition de loi au mois de décembre 2024 qui n'a toujours pas été renvoyée sur le bureau du Conseil national. Proposition de loi sur le plaidé coupable et la transaction pénale, qui permettrait également à la justice d'obtenir les confiscations suffisantes. Et malheureusement, les services du gouvernement ont traîné sur ce sujet. Et on n'a toujours pas le texte. Alors je suis certain que c'est un texte qui aurait pu permettre de faciliter à la justice d'aboutir aux chiffres qui sont attendus par le GAFI. Le Conseil national, en ce moment, a un programme législatif chargé. En ce moment, comme toujours, si j'ai pu dire, puisqu'on voit que le nombre de lois qui sont votées de mandature en mandature est exponentiel. Donc oui, effectivement, nous avons une actualité qui est particulièrement chargée, notamment avec le texte sur les réservistes que je viens d'évoquer, le texte sur la sécurité routière. On a des propositions de loi qui vont être déposées également, qui vont être votées, puisque c'est le dernier délai pour que
si l'on veut que les propositions de loi que l'on dépose nous soient retournées par le gouvernement avant la fin de la mandature, il faut que ces textes soient déposés avant la fin de la session d'automne. Donc, effectivement, il y a tout intérêt à travailler sur ces textes-là. Vous avez évoqué aussi une future loi sur le statut de la presse et le statut des journalistes. Tout à fait. Je m'y étais engagé. Hein. C'est un sujet que je ne connaissais pas et une difficulté que je ne connaissais pas et sur laquelle j'ai même été surpris, puisque dans le cadre des lois pénales et des procédures pénales, on a offert une protection particulière aux journalistes. Les journalistes, comment on définit un journaliste aujourd'hui? Mais je ne savais pas qu'ils n'étaient pas définis, qu'il n'y avait pas de texte qui les définissait. Donc il y a eu urgence, effectivement, à ce qu'un texte soit déposé sur ce sujet. Et c'est pas normal que vous puissiez travailler sans avoir de statut particulier, sans avoir la protection nécessaire à faire un travail de recherche, d'enquête et autres. Donc c'est indispensable que les journalistes puissent disposer de toutes les garanties nécessaires pour pouvoir exercer librement ce métier-là. C'est comme le métier d'avocat, hein, c'est pareil. On a besoin d'avoir certaines conditions de travail qui soient respectées et qui soient appliquées. Ça passe par la loi. Donc dans ce cas-là, effectivement, nous avons pris le taureau par les cornes et ainsi je m'étais engagé dès le mois de janvier. Nous avons pris à nouveau l'engagement auprès du Press Club, Cynthia Coleman et Delia Creel, de déposer effectivement un projet de loi avant la fin de la session, donc avant le mois de décembre, pour pouvoir le voter d'ici la fin de la mandature. Alors avant de se quitter, Président, nous allons encore un petit peu parler logement avec Maryse Battaglia dans notre séquence Les clés du budget. Et puis nous retrouverons ensuite Jade Aurélia, Christophe Bricot pour notre rubrique L'esprit des lois. Absolument. Les besoins en logement sont remplis jusqu'en 2030 et grâce d'ailleurs aux efforts du Conseil national qui a bataillé, c'est le mot, pour pouvoir obtenir notamment une opération intermédiaire, celle du avenue Hector Otto. Mais vous le savez, nous avons un appel à candidature qui a été lancé le 15 septembre dernier et qui va s'achever le 10 octobre. Donc, il faudra que vous fassiez rapidement votre dossier de façon à pouvoir bénéficier des 120 logements qui vont être proposés dans le cadre de la commission qui se tiendra au premier trimestre 2026. Donc ces 120 logements, dont 50 logements seront des logements neufs puisqu'ils seront proposés dans le bloc A de la résidence Emera, donc Grand Ida. Et ensuite 70 logements de restitution qui sont en cours de rénovation. L'agence domaniale est effectivement une victoire pour le Conseil national, dans la mesure où c'était loin d'être acquis lorsque nous avons proposé au gouvernement ce nouveau mode d'attribution au début de la mandature. Donc, ce mode d'attribution va complètement changer, en fait, la vision des Monégasques sur l'attribution de leur logement, puisqu'on leur proposera une liste de logements et ils pourront choisir un ou plusieurs logements qui correspondent à leurs besoins, bien entendu, mais aussi à leurs aspirations. Donc ça, c'est un pas en avant énorme. Voilà, le gouvernement n'était pas forcément enclin au début à nous suivre, mais au final, nous avons bien expliqué et on a rencontré, on a eu des réunions qui ont été totalement constructives. Voilà, donc c'est vraiment une mise en œuvre qui est lancée et qui deviendra effective fin 2026. L'agence domaniale, c'est un acquis très important de cette mandature, bien entendu. Il fallait changer totalement le mode d'attribution des logements domaniaux, car ce système a commencé, si vous voulez, à faire date aujourd'hui. Voilà. Donc le choix s'imposait pour les Monégasques de pouvoir avoir accès à des logements qui leur correspondent, bien sûr, selon leurs besoins, mais également qui correspond aussi à un choix personnel de situation, de localisation, et l'agence domaniale permettra évidemment aux Monégasques de choisir leur appartement. Le logement reste la priorité du Conseil national. Donc la réserve judiciaire c'est un projet de loi qui a été déposé par le gouvernement le 12 juin dernier et on l'a annoncé en séance publique le 18 juin et on le votera là le 2 octobre.
Il est fait pour répondre aux engagements internationaux qu'on a avec Moneval sur le traitement des enquêtes financières. Et il est effectivement fait pour ça. Il vient renforcer en fait notre force, on va dire, judiciaire pour pouvoir faire face aux enquêtes, à l'urgence des enquêtes financières. Elle consiste en fait à faire revenir des anciens magistrats pour qu'ils puissent exercer en principauté de manière temporaire et exceptionnelle afin de renforcer les effectifs que nous n'avons pas. Et c'est vraiment là pour faire face, on va dire, à l'urgence ou à la surcharge qu'on peut avoir de nos magistrats permanents. Alors, ce sont des magistrats qui sont là effectivement à titre temporaire et exceptionnel, ça nous l'avons bien spécifié. Ils peuvent venir exercer jusqu'à 77 ans, on peut les prendre jusqu'à 77 ans. Le Conseil national s'est attaché dans cette loi à favoriser une priorisation des effectifs, en tout cas des candidats. Donc, nous avons mis une priorité bien évidemment aux candidats monégasques, ensuite aux candidats français et étrangers qui avaient déjà exercé en principauté, et ensuite aux autres candidats qui viendraient postuler. Évidemment, pour les autres candidats, pour assurer une bonne connaissance du droit monégasque, ce qui est quand même nécessaire dans notre pays, parce que tous les droits internationaux ne correspondent pas forcément au droit monégasque, notamment français. Nous sommes effectivement assurés qu'il puisse y avoir une formation obligatoire pour les effectifs, les personnels qui n'auraient jamais exercé en principauté. Pour ce qui est de respecter les engagements demandés par Moneval, tout le monde va dans le même sens, parce qu'il est vraiment nécessaire qu'on sorte de cette liste grise au plus rapide. Donc, le Conseil national s'est attaché notamment à avoir un avis du Haut Conseil de la magistrature. On a effectivement également demandé à ce que les réservistes n'interviennent qu'à titre exceptionnel. Ça, on l'a déjà dit, et effectivement, ils ne sont pas là pour venir remplacer des magistrats permanents, mais vraiment renforcer leurs équipes en cas de surcharge, de maladie, d'absence, ou alors vraiment d'urgence d'enquête. Donc, ils sont là vraiment à titre exceptionnel et temporaire. Nous avons effectivement limité le nombre de jours d'activité qu'ils peuvent avoir au cours de leur exercice, des 3 années sur lesquelles ils peuvent rester. Et ensuite, nous avons effectivement pris soin qu'ils ne puissent pas avoir d'incompatibilité avec leur emploi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir de cumul avec d'autres activités privées à Monaco ou à l'étranger qui viendraient interférer dans leurs fonctions ou dans les enquêtes qu'ils pourraient avoir et qui pourraient leur être confiées. Pour moi et le Conseil national, c'est ce que le Conseil national porte, et pour Madame Christine Pasquier-Choula, qui est présidente de commission sur cette loi, ce n'est pas une solution à long terme. Une solution à long terme, c'est vraiment de valoriser et augmenter l'attractivité des métiers de la magistrature aux monégasques et aux détachés permanents qui pourraient venir de la France ou d'autres pays. Le projet de loi concernant les fiducies va permettre en fait d'instaurer en principauté de Monaco quelque chose qui existe par ailleurs, notamment dans le pays voisin depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qui consiste en fait à, pour une personne qui a un patrimoine, qu'il s'agisse d'un patrimoine personnel ou d'entreprise, de créer une fiducie, de confier ce patrimoine en gestion à un fiduciaire, mais avec l'objectif que ce patrimoine va devoir être ensuite, a pour objectif d'aller à un bénéficiaire. C'est un contrat à 3, pour faire simple. Typiquement, ça peut être le cas dans une succession d'une personne qui a, admettons, un enfant mineur et qui veut que son entreprise soit gérée le temps d'arriver à la majorité de l'enfant. Il met son entreprise dans une fiducie. C'est un fiduciaire qui va la gérer jusqu'à la majorité de l'enfant et ensuite l'enfant pourra hériter de l'entreprise en question. Ce texte est vraiment un des textes imaginés dès le début de la mandature par notre majorité de modernisation des outils économiques et financiers de la principauté afin de travailler à son attractivité, mais tout en tenant compte des obligations qui nous sont faites en matière de transparence, en matière de blanchiment. Et d'ailleurs, ce texte-là y répond parfaitement puisque l'ensemble des acteurs de la fiducie seront déclarés et transparents au même titre que tous les acteurs économiques, comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs années, ayant pris le sujet à bras-le-corps.
Merci Thomas Brezo d'avoir été à mes côtés. Et puis merci Benjamin Ducongé pour m'avoir accompagné tout au long de cette émission. On retrouve cet entretien, bien sûr, sur Radio Monaco. Et puis, prochain rendez-vous, la séance législative ce jeudi à 18h. Autre temps fort ce dimanche, la journée du patrimoine, un événement qui prend chaque année un peu plus d'ampleur au Conseil national. Et pour finir, je vous propose tout de suite d'entendre Mathilde Leclerc qui explique à nos adolescents comment rejoindre le prochain Conseil national des jeunes. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité. Cette année, le Conseil national renouvelle l'aventure du Conseil national des jeunes. Vous êtes monégasque et scolarisé en 3e, seconde, première ou terminale, n'hésitez plus, rejoignez-nous. Le thème sélectionné cette année est Monaco et les défis du digital. Pour candidater, c'est très simple. Il vous suffira d'envoyer une vidéo d'environ 3 minutes dans laquelle vous développez une ou plusieurs idées sur le thème retenu cette année. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous. Vous serez encadré pendant plusieurs mois par une équipe d'élus et de permanents pour travailler sur vos propositions et vous siégerez à la fin dans le grand hémicycle pour présenter vos idées. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le QR code qui s'affiche à l'écran et aussi sur le site du Conseil national. Le Conseil national des jeunes vous attend pour vous connaître et surtout pour connaître vos idées.